Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro, que dis-je, cette nouvelle saison d'Avantinissa, notre 5e saison qui démarre aujourd'hui avec un numéro spécial, puisque c'est un nouvel entraîneur, le 6e de l'ère Ineos, qui débarque sur le banc de l'OGC Nice. Francesco Farioli est le nouvel entraîneur du gym, c'est officiel, ça y est. Et ben, ce n'est pas forcément le nom qu'on attendait, en tout cas, pas forcément favori des bookmakers ni des supporters, mais voilà, c'est désormais officiel, il va falloir faire avec. Mais avant de se scarifier, avant de crier au scandale ou je ne sais quoi, apprenons peut-être à mieux connaître cet entraîneur inconnu du grand public, en tout cas je l'avoue très volontiers, inconnu de ma part, disciple du célèbre Roberto De Zerbi, longtemps évoqué à l'OGC Nice, entraîneur en Turquie, passé par l'Italie aussi dans les catégories de jeunes et entraîneur des gardiens. Voilà, on va un peu apprendre à mieux le connaître, savoir quel est le projet qui démarre avec cet homme-là, et puis si on a des raisons d'espérer d'être positif à l'orée d'une nouvelle saison qui, on espère, se passera mieux, messieurs, parce que les deux dernières ont été quand même douloureuses mentalement et sportivement pour les supporters du gym. J'ai le plaisir pour cette première de la saison d'accueillir Alric qui fait son grand retour dans l'émission. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va bien. J'ai pris un peu de distance pendant les vacances avec l'OGC Nice. Et tu as bien fait. De me requinquer. Bon, j'ai fait un peu de rab avec Copéglon là il y a quelques semaines, mais je suis très content de revenir pour cette nouvelle saison. Eh bien, merci d'être là et merci de ta fidélité pour cette nouvelle saison qui commence. Il était avec nous déjà au Mercato d'hiver, puisque c'est notre désormais spécialiste de Avantinissa du championnat turc. C'est Vano. Salut Vano, comment ça va ? Salut Sky, ça va et toi? Et merci beaucoup de m'inviter à l'émission. C'est toujours sympa de parler foot et parler de l'OGC Nice. Donc hâte de vous raconter tout ce que je sais sur Francesco Farioli. Eh ben, c'est un grand plaisir, surtout que tu nous avais quand même bien éclairé à l'arrivée de Youssouf au Mercato hivernal. On Ouais. sait que tu es d'abord supporter de l'OGC Nice, naturellement, mais aussi suiveur assidu du championnat turc. C'est pour ça qu'on t'a fait venir dans cette émission. Avant de parler, à proprement parler de Francesco Farioli, messieurs, en tant que supporter du gym, je voudrais qu'on parle quelques instants de ce nouveau feuilleton qu'on a vécu autour de la nomination de l'entraîneur. On se rappelle, ça avait déjà été compliqué à l'arrivée de Christophe Galtier, ça avait été encore plus compliqué à l'arrivée de Lucien Favre l'été dernier. Là, troisième année de suite où on attend. Voilà, on enregistre cette émission le 30 juin. Normalement, quand on va publier l'émission, ce sera officiel. Est-ce que ça sera le 30 juin? Est-ce que ça sera le 1er juillet, l'officialisation? Il y a encore un petit doute, mais voilà, pas de doute sur l'identité du futur entraîneur. On s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on allait y arriver? C'était Régis Lebris, l'ultra favori. Il y a eu quelques rumeurs, Graham Potter aussi, qui auraient été poussées par le propriétaire Ineos. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Déjà, les noms évoqués par rapport à Francesco Farioli, est-ce qu'au final, c'est une déception ou pas? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on attende jusqu'à la toute fin du mois de juin ou début juillet pour avoir le successeur de Didier Dinard, dont l'avenir était certainement quand même décidé avant la 38e journée du championnat? Voilà. Juste le moment un peu sur votre mood à l'annonce de la fin de ce feuilleton. Moi personnellement, je l'ai vécu d'assez loin ce feuilleton jusqu'à ces dernières semaines parce que j'ai pas fini la saison avec les émissions tout ça. Donc lorsqu'est arrivé les premières discussions de l'entraîneur, j'étais assez loin, j'étais pas en France, donc je voyais ça de très 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 loin. Par contre, ayant fait un peu de rab avec Copéglon ces dernières semaines, forcément, j'ai dû me replonger dedans et j'ai retrouvé mon bon vieux Jim qui prend des décisions un peu à la va-vite en décidant de ne pas prolonger Didier Digard. Donc on se dit à ce moment-là, mais très bien, ça veut dire que le nouveau coach est déjà en route et c'est parfait, on pourra travailler tranquillement notre mercato. Et en fait non, on passe plus d'un mois à se décider. Et au final, par contre, ce que je retiens de positif, parce que j'aime bien tacler, mais il faut quand même reconnaître le positif, c'est que ça a été difficile de discuter avec Lorient, avec Loïc Ferry pour avoir le bris. Quelle surprise en effet. Mais au final, on s'est pas baissé à son niveau. On a discuté avec d'autres coachs. J'avais lu, il me semble, qu'il y avait une dizaine de coachs qui avaient été sondés. Je ne connais pas les autres. Mais voilà, au final, on a su ne pas se laisser faire du côté de Lorient et d'en choisir un autre. Je regrette simplement que ça ait mis autant de temps parce que voilà, la reprise est lundi et on sait qu'en plus, comme c'est un coach étranger, il va falloir qu'il y ait une période d'adaptation et j'espère que tout se fera bien, tout se fera vite parce que le début de saison arrivera rapidement.
Vano, on se doutait que l'avenir de Didier Digard à la tête de l'OGC Nice, en tout cas en tant que numéro un sur le banc, était compromis. Je pense qu'après malheureusement l'élimination face à Bâle et puis la baisse de forme en championnat, c'était plus ou moins signé. Est-ce que quand on est supporter niçois, après chacun son avis, et je pense que vous connaissez déjà le mien, mais est-ce que c'est normal qu'on ait attendu vraiment les derniers jours avant la reprise pour avoir un nouvel entraîneur, alors qu'on savait de toute façon Didier Digard, on s'imagine que même au moment de sa nomination, Ghisolfi avait quand même en tête d'avoir des alternatives au cas où ça ne se passait pas bien. Finalement, on a attendu vraiment le tout dernier moment, encore une fois, pour la troisième année d'affilée. Comment est-ce que tu interprètes ça? Est-ce que c'est parce qu'on s'est donné une chance d'avoir Régis Lebris, qui était peut-être le favori jusqu'au tout dernier moment, avant de se rabattre sur la piste Francesco Farioli? Est-ce que pour toi, c'est bien de s'être donné le temps de la réflexion, ou est-ce qu'au contraire, comme le dit Alric, c'est déjà un peu du temps de perdu sur une préparation qui va être très importante pour le gym? Écoute, moi je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est-à-dire que je suis un peu déçu aussi que l'entraîneur soit arrivé aussi tard. Mais au vu des circonstances entre nos propriétaires qui étaient plus occupés à racheter United que s'occuper de la nouvelle saison pour le Nice, toutes les circonstances avec le départ de Digard, on ne sait pas ce qui allait se passer. Il y avait une partie des supporters aussi qui voulaient qu'il reste au vu de ses résultats, parce qu'il, je crois, il finit cinquième la phase retour. Et donc il y avait un climat de flou, il y avait beaucoup de non-entraîneurs entre Potter, Fonseca, etc., etc. Moi, en fait, j'ai commencé à prendre l'habitude avec le Phoenix. Malheureusement, je suis limite heureux qu'on a enfin annoncé notre entraîneur. C'est un Je soulagement l'attends. en tout cas, ça, pour nous tous, ça Ouais, c'est sûr. c'est un soulagement et bon, on en parlera, mais je pense pas du tout que Farioli c'est une solution de rabat. Et pour moi, c'est une piste tout aussi bonne comparée à celle de Régis Lebris. Enfin, c'est mon avis. Je pense que Régis Lebris, le jeu en valait pas la chandelle de payer 7 millions d'euros, 10 millions d'euros, je sais pas, une clause pour qu'il vienne, de négocier longtemps, d'entrer en clash avec, encore une fois, avec Lorient. Enfin, je pense que Farioli pour construire un projet, parce que quand on regarde les noms, quand on regarde Potter, Fonseca, on a l'impression que, je sais, donc Ineos, Bokeh, Gijolfi, après les acteurs, on sait pas trop, mais ils essaient de trouver un entraîneur avec une étiquette qui fait jouer du beau jeu, parce Oui, que avec Digard, avec Galtier, on a eu des résultats qui étaient pas trop mal, même bons, mais au niveau du jeu, ça suivait pas trop. Et l'année dernière, pareil, on a eu beaucoup de matchs où on a du mal à tenir devant la télé ou au stade où on restait concentré parce que beaucoup de phases mortes. Et voilà, donc je pense que le club avait la volonté de ramener quelqu'un qui allait faire parler de Lucien Nice en bien, comme avant c'était le cas avec Claude Puel ou Lucien Favre, avec du beau jeu. Donc je trouve que je trouve que même si ça a été tard, la solution, enfin l'idée est intéressante. l'idée est intéressante. Moins d'expérience peut-être qu'un Claude Puel ou un Lucien Favre que tu cites à l'époque, Bien mais en sûr, tout bien cas, sûr. une vraie volonté de proposer à nouveau un spectacle alléchant aux supporters de l'OGC Nice, hein. Tous les noms qui ont été cités ont quand même cette volonté de faire un football séduisant et offensif. C'est peut-être leur seul point commun. Mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on peut attendre, et on en parlera après quand on se penchera sur la façon de jouer des équipes de Francesco Farioli. C'est Mhm. au moins ce sur quoi on peut être sûr, c'est qu'il va essayer de produire un jeu ambitieux et dynamique, ce qui ne sont pas forcément les deux objectifs auxquels on pense en premier ces derniers mois en pensant à l'OGC Nice. Mais avant de C'est parler vrai. terrain, parlons un peu du parcours du nouveau mister, du nouvel entraîneur de l'OGC Nice, entraîneur Mhm. des gardiens en Italie, dans les divisions inférieures, et C'est ça. notamment adjoint de Roberto De Zerbi. Il passe aussi quelques mois à l'Académie Aspire au Qatar. Et puis il se Mhm. lance tout d'abord comme adjoint à l'Agnasport, si je ne dis pas de bêtises, et après comme numéro un. Alors tu me pardonneras, hein, Vano, mon accent et ma prononciation Il en n'y a pas turc, de hein, on souci. compte sur toi pour me corriger. Ouais, D'abord à Karagümrük ouais, en 2021. exactement. Et C'est ça. puis à Alanya en tant que numéro un sur la saison 2022-2023, où il s'est arrêté fin février. Mhm. Du coup, première question, un entraîneur italien, entraîneur des gardiens, qui passe dans les classes de jeunes et qui arrive en Turquie. Est-ce que tu sais comment l'histoire s'est faite et pourquoi ce choix-là, au final, que ce soit côté turc et même côté personnel pour Francesco Farioli? Alors, donc je me suis un peu intéressé à son parcours en lisant quelques articles, etc. Donc je vois que donc, ce qu'il raconte, c'est que Farioli a une opportunité d'aller au Qatar. Au moment où il va au Qatar, il est joueur
semi-professionnel en 5e division italienne. Donc, il se lance au Qatar et il est repéré par De Zerbi parce qu'il écrit un long article sur le club de Foggia qu'entraîne De Zerbi à l'époque, il me semble, en Série B. Il écrit un long article sur le jeu de Zerbi et en fait c'est l'adjoint de Zerbi qui tombe sur l'article et qui le partage à De Zerbi et les deux sont choqués par l'analyse parce qu'ils disent que Farioli a eu une approche euh, plus profonde que celle de De Zerbi. C'est tenu sur des principes de jeu auxquels n'avait même pas pensé De Zerbi et du coup ils sont très très flattés et l'article passe pas inaperçu aux côtés de Zerbi. Du coup il l'appelle et le propose de le rejoindre dans son staff. Donc l'histoire est belle quand même, ça part d'un article anodin qui finit par une proposition de travail. Et Farioli explique qu'en fait il arrive entraîneur des gardiens. Euh, la raison, c'est parce qu'en fait, De Zerbi lui demande de faire beaucoup travailler la relance par derrière, par le gardien. Et sous Farioli, le Sassuolo De Zerbi travaille beaucoup plus sur cet aspect-là. Et après, l'arrivée en Turquie, pour ce qui concerne l'arrivée en Turquie, c'est Mehdi Demiral. Je ne sais pas si ça vous parle, le Oui, joueur, bien sûr. voilà, qui était sous les ordres de De Zerbi à Sassuolo à l'époque, qui vient d'Alanyaspor aussi. En fait, il a fait Alanyaspor, Sassuolo, et c'est à Sassuolo qui se lie d'amitié avec Farioli, qui voit les compétences de Farioli, et du coup, il conseille à Alanyaspor d'inviter Farioli dans le staff technique. Et c'est comme ça que commence l'aventure de Farioli en Turquie. Et donc, très beau passage parce que, en fait, l'entraîneur principal à l'époque, Serdar Chatin, dit que Farioli l'a beaucoup aidé et qu'il a complété ses idées de jeu. Et ensuite, il passe d'abord entraîneur principal à Karagümrük. Karagümrük qui est un club en Turquie qui est connu pour avoir des liens avec l'Italie. C'est-à-dire que les entraîneurs, il y a eu Farioli, il y a eu Pirlo, il y a eu là, on parle de Fabio Cannavaro qui va être le nouvel entraîneur de Karagümrük. Et beaucoup de joueurs italiens ou de Serie A, plus ou moins connus. Bah, je peux vous citer Biglia qui va parler, ou Fabio Borini, etc. Donc une équipe à identité italienne et avec des joueurs de Serie A. Donc finalement le recrutement de Farioli paraît plutôt comme une idée logique. Et ce qui est très, en fait, ce qui est pas incroyable, mais je veux dire, il arrive sur le banc de Karagümrük qui à l'époque joue un jeu en Turquie, on va dire assez maigre, et en l'espace de quelques journées, l'équipe se transforme et commence à jouer, à ressortir le ballon par derrière, sans aucune nouvelle arrivée en mercato ou quoi, hein, mais en quelques semaines de travail, l'équipe se transforme et il pratique un très beau football avec Karagümrük, et ce qui justement va le pousser à devenir entraîneur d'Alanyaspor où il avait été adjoint. Et il va réaliser de belles choses en Turquie dont je parlerai, donc on en parlera dans la suite de l'émission, mais voici un peu son parcours, comment se sont déroulées les choses, quoi. Malgré tout, on constate que ces expériences en Turquie sont assez courtes. Ouais. Quel bilan on peut tirer de son passage? Quelle image il a laissé en Turquie, même par rapport aux médias? Mhm. Comment ça se passe? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en Turquie, le football est très stéréotypé. Déjà, la chance laissée aux entraîneurs étrangers, elle est infime. C'est très difficile de s'affirmer en tant qu'entraîneur étranger là-bas. Farioli, malgré tout, et en plus de son jeune âge, quand il arrive, les médias critiquent beaucoup son arrivée en disant que comment on peut faire confiance à un entraîneur qui a que 31 ans, qui a aucun bagage, etc., etc. Mais Farioli, en fait, tactiquement, tout de suite, il séduit tous les suiveurs en Turquie, tous les amoureux de foot, parce que les gens commencent à regarder ses équipes parce que c'est très beau à voir, c'est joli à voir. Il joue de la même manière contre le 20e et contre le premier aussi. Et c'est ce qui lui porte un peu défaut parce que, si vous voulez, le fossé en Turquie entre les 3-4 grands et les autres équipes, il est assez large. Parce que on a quand même de bons joueurs dans les équipes d'Istanbul, mais après ça descend vite. Et donc Farioli, quand il essaye de faire jouer ce jeu contre Galatasaray, Fenerbahçe ou Beşiktaş, il s'expose vite, il s'est exposé à des scores assez larges. Il a perdu 4-5 contre Galatasaray par exemple. Et donc
il fait des expériences courtes là-bas parce que, si vous voulez, c'est compliqué là-bas quand on est entraîneur à l'étranger de se maintenir longtemps. Il y a beaucoup de changements. Les clubs, en moyenne, euh, roulent avec au moins 2 entraîneurs par saison. Mais malgré tout, son passage là-bas, il a laissé ses marques parce que et Galatasaray et Fenerbahçe avaient été intéressés par Farrelly lorsqu'il recherchera un nouveau entraîneur. Après, pour diverses raisons, pression des supporters, etc., etc., ça s'était pas fait, mais c'est un entraîneur qui a laissé de belles traces en Turquie. Tu disais, il joue de la même façon face au dernier, au Ouais. premier, mais justement, enfin, on a un peu lu, et puis tu as commencé à en parler depuis le début de cette émission, que c'est Mhm. vraiment voilà, un entraîneur qui essaie de faire de la relance de derrière, un football dynamique, séduisant, mais plus concrètement, en fait, à quoi ça ressemble sur le terrain? Est-ce que c'est un jeu de possession? Est-ce que c'est un jeu de transition rapide? C'est quoi sa politique de pressing notamment? Ouais. Après aussi en termes de schéma, défense à 3, défense à 4, une pointe devant, 2 points devant. Enfin, est-ce que c'est un homme à la Christophe Galtier qui est très fermé sur un seul système également? Est-ce qu'il, même si sa façon de jouer reste la même, est-ce qu'il est capable quand même de s'adapter en fonction de son effectif et de son adversaire, en tout cas en termes de composition d'équipe? Enfin, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année et demie pour lui en Turquie? Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que Loïs Nis vient d'officialiser sur le compte Twitter. Exactement. On vient d'en Ouais. recevoir la Donc, notif, effectivement. euh, donc, sur la question de la formation, non, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter. C'est-à-dire que Sport, il a joué en 4-2-3-1, en 3-4-3. Par exemple, à Karagümrük qui joue en 4-3-3. En fait, lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son interview pour Goal en Turquie. Il dit que ses principes restent les mêmes, mais la formation, les joueurs, il dit que l'entraîneur est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas reproduire un schéma identique dans 2 clubs différents. Donc sur ça, c'est pas comme Galtier qui voulait pas changer son 4-4-2 par exemple, qui était peu flexible. Lui n'hésite pas à changer cela. C'est pas un entraîneur qui a une fixette au niveau de la formation. Par contre, ce qu'il dit, et pour moi c'est le seul point d'ombre que je vois en l'arrivée de Farulli, c'est qu'il dit qu'il est amoureux de ses principes de jeu et qu'il a beaucoup de mal à les changer. Et parfois, ces principes de jeu, en fait, d'absolument vouloir ressortir la balle par derrière, d'avoir une possession au minimum 65-70% de possession chaque match, de vouloir que ces joueurs ressortent la balle de derrière et j'aime très peu de jeu long, un pressing haut à la perte de balle, c'est des belles idées qui ont marché dans beaucoup de matchs, oui, mais qui n'ont pas marché dans beaucoup de matchs aussi. Et quand ça marche pas, souvent ces équipes elles se sont exposées à concéder des scores larges, d'avoir de lourdes défaites. Donc c'est ça peut être à double tranchant selon les confrontations quoi. Et du coup, en termes de système de jeu, ben, Alors donc il a joué quand il est arrivé à Sport parce qu'il y avait un numéro 10 qui s'appelait Bakasetas qui était très bon à l'époque. Il a joué en 4-2-3-1. Dernièrement, à la fin, il joue en 3-4-3 aussi. Et à Karagümrük, il joue en 4-3-3. Mais il y a des ressemblances dans ces équipes. Ce qui ne change pas, c'est qu'il utilise tout le temps un milieu défensif, un 6, qui est à l'aise balle au pied. Il avait Biglia à Karagümrük et à Nice, pour moi, Boudaoui, ça serait le profil idéal. Parce que aussi un milieu qui est propre à la sortie de balle, qui est à l'aise avec le ballon. Donc pour moi, par exemple, Boudaoui, ça pourrait être un joueur qui pourrait rayonner sous Farioli. Aussi, ce qu'il demande, c'est que ses défenseurs sortent le ballon proprement. Et pour ça, il n'hésite pas parfois à placer un milieu défensif en défense centrale. Et en réfléchissant, c'est à quoi j'ai pensé, on pourrait voir la saison prochaine Youssouf jouer défenseur central droit. On verra si ça se passe ou pas, mais pour moi, ça pourrait arriver. Du coup, tu penses qu'il est capable de construire l'effectif du gym un peu à son image? Est-ce que tu penses qu'il est capable de transmettre tous ces principes à notre équipe? Et surtout, une autre question, c'est quelle est son approche vis-à-vis des jeunes joueurs du centre de formation et Mhm. l'intégration
des jeunes dans l'effectif professionnel? En Turquie, il avait été applaudi parce qu'il faisait jouer beaucoup de jeunes joueurs. Euh, il n'avait pas hésité à lancer un gardien de 17 ans, un jeune milieu turc qui s'appelle Efet Atlo aussi à Karagümrük, qui avait attiré l'attention de Fenerbahçe et Galatasaray après avoir commencé à jouer avec lui. Donc sur les jeunes, moi je pense que ça va être un entraîneur que les jeunes vont apprécier, qui va leur qui va leur laisser leur chance. Par exemple, avec Galtier, on avait un peu ce problème où les jeunes jouaient peu, mais je pense que avec Farioli, ça ne va pas être le cas. Et c'était la deuxième question, pardon, c'était qu'est-ce que tu m'as demandé aussi? Est-ce que tu penses qu'il va arriver avec ses principes à construire Mhm. un effectif à son image, à réussir à transmettre ses principes à un club comme Nice par rapport aux joueurs qu'il va avoir à sa disposition? Est-ce que tu penses qu'il est capable de ça? Alors, je pense qu'il y a il y a un vrai chantier au niveau du mercato, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'à Nice, quand même, on a de la matière, c'est-à-dire que pour ces principes de jeu qui sont la sortie de balle par derrière, toujours avoir le ballon, faire des sorties propres, bah, on a Dante qui fait partie de l'élite dans ce domaine-là dans le championnat. Il apprécie les milieux à l'aise avec le ballon. Il n'hésite pas, par exemple, à faire jouer des joueurs qui ont un profil, par exemple, offensif, un 10. Il le fait jouer un peu plus bas sur le terrain en 8. Par exemple, Sofiane Diop, pour moi, pourrait être utilisé au milieu de terrain très souvent. Après, pour moi, la grosse zone d'ombre, c'est que Farioli, ses équipes, elles jouent souvent avec des élites assez rapides et qui éliminent facilement. Et nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait Alassane, bon, des joueurs peu connus, mais Alassane Ndao et Davidson, un autre joueur à l'Allianz Sport, qui étaient des ailiers qui étaient rapides, qui amenaient beaucoup le ballon dans la surface de réparation, qui scoraient, qui donnaient des passes décisives. Nous, à Nice, on a ce problème parce que si Laborde et Mofi jouent en même temps, et que Laborde, donc on l'a vu un peu jouer à droite, mais de ce qu'il disait, de ce qu'il disait dans les journaux et même dans les conférences, c'est qu'il était plus à l'aise à gauche. Donc au poste d'ailier droit, il va vraiment falloir recruter. Euh, pour moi, ça va être le recrutement prioritaire. Un ailier qui va être rapide, dribbleur et qui va pouvoir éliminer et servir les attaquants. Donc pour moi, ça c'est une priorité. Et pour moi, une autre priorité, ça va être nos latéraux. Parce que Farioli, euh, en Turquie, il jouait avec des latéraux offensifs qui contribuaient, qui pouvaient faire beaucoup de courses, accompagner l'équipe à la sortie de balle, commencer par derrière avec le gardien, puis proposer des appels. Et nous, avec Melvin Barr, ça va être compliqué à gauche. Donc déjà, pour moi, un profil de latéral gauche offensif, c'est pas de refus. Et au poste de latéral droit, Lotomba, j'aime Lotomba, mais je trouve qu'il est un petit peu défensif et peut-être là-bas aussi, pourquoi pas recruter aussi un profil un peu plus offensif. Et également en défense centrale, c'est-à-dire que si on a un départ de Todibo, il va vraiment falloir que les défenseurs centraux recrutés soient à l'aise avec le ballon, parce que Dante est pas tout jeune non plus. Donc il y a un chantier à faire, mais pour moi, c'est c'est largement possible. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un entraîneur qui a une philosophie totalement opposée aux joueurs de l'OGC Nice. Pour moi, il y a des joueurs dans l'effectif euh, qui peuvent se développer dans ce jeu-là. Avec Boudaoui, avec Diop, avec par exemple Mofi, qui pourrait être intéressant parce que dans Farioli, les équipes construisent très bas, mais l'attaquant est souvent utilisé en point de relais, en pivot pour faire des déviations et ensuite partir en profondeur. Donc Mofi a ce profil-là aussi. Donc avec du recrutement, oui, mais pour moi, il n'y a pas tout un effectif à refaire. On est sur les 4-5 mêmes postes hein, qu'on évoque chaque année, hein, parce que on disait il y a des feuilletons qui se répètent chaque année on disait avec l'entraîneur, mais alors le poste d'ailier, hein, combien on en a eu de prêtés, hein, Nicolas Pepe pour ne pas citer le dernier, Adam Lemas, Ronny Lopez, enfin voilà, c'est un peu Mhm. un vieux serpent de mer comme le latéral gauche qu'on n'a jamais vraiment remplacé depuis le départ d'Albert. Donc on compte sur Guy Zolfi cet été et naturellement on suivra le mercato tous ensemble à travers les différentes émissions à venir dans les prochaines semaines. Tu as parlé, suite à la question d'Alric, de l'adaptation un peu
de Francesco Farioli à l'effectif de l'OGC Nice. Il y a un chantier à faire et on espère encore une fois que le board lui permettra de faire venir des joueurs on va dire compatibles avec sa philosophie de jeu. Mhm. Mais par rapport à notre bonne vieille Ligue 1, on sait que c'est un championnat qui peut être quand même assez rugueux aussi, même si en Turquie, il y a quand même aussi une certaine dimension physique. Mais au-delà de ça, on sait qu'en Turquie, il a quand même entraîné, et sans faire insulte aux deux clubs dont on a parlé, pas des cadors du championnat. Alors, non pas que Nice, malheureusement, on le déplore, soit un cadre de la Ligue 1, mais quand même, il y a peut-être davantage de chances qu'on se retrouve face à des blocs bas et que Nice doive faire le jeu plutôt que à Sport ou à Karagümrük, où il était peut-être face à des équipes qui justement essayaient de déployer leur jeu pour l'emporter. Est-ce que tu penses que ce changement de paradigme sera facile à faire pour lui? Est-ce que au final, face à des équipes peut-être encore plus petites que lui en championnat, vraiment des équipes qui jouaient la relégation, il s'en sortait malgré tout avec la vitesse de transmission de balle? Enfin, est-ce que pour toi, tu te fais un petit souci sur cette adaptation-là? Alors, oui et non, parce que en fait, Karagümrük et Sport, c'est des équipes sur leur budget, sur la qualité, qui sont, on va dire, les 7 8e meilleures équipes de Turquie. Un peu comme à Donc, Nice, au fait, au un final. peu comme à Nice, voilà. Mais euh, la grosse différence par rapport à Nice, c'est qu'il y a quand même un très gros écart de qualité d'effectif comparé aux équipes du top 5. Moi, je pense qu'à Nice, oui, il aura peut-être plus de mal contre des équipes qui jouent bloc bas, qui jouent par exemple à 5 derrière, mais avec de la qualité, parce que Nice, quand même, enfin, quand on regarde l'effectif de cette année, il y a quand même des joueurs de qualité, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. Je pense qu'il pourra imposer ses idées et gagner des matchs avec ses principes de jeu. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est un entraîneur atypique, parce qu'il dit qu'il est pas heureux dans les matchs où il gagne, mais pas avec la manière. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment gagner avec la manière. Donc, il va vraiment falloir que le directeur sportif Gisolfi, enfin, le club, lui apporte ces clés-là. C'est-à-dire que si on a encore un recrutement similaire à l'été dernier avec des coups faits par des gens incompétents, des arrivées au dernier jour du mercato et tout, bah, il faudra pas lui en vouloir s'il n'arrive pas à imposer ses idées de jeu. Mais si le club recrute les profils demandés par Farioli et qu'en plus, quand on regarde l'effectif, bah, par exemple, devant offensivement, on a des garanties avec Laborde et Mofi. Derrière, on ne sait pas s'il part, mais pour l'instant, on a Todibo et Dante. Enfin, on a l'une des meilleures charnières de Ligue 1. On a Sofiane Diop. Au milieu de terrain, on a Hicham Boudaoui qui commence à s'affirmer au poste de numéro 6. Il y a 4 ou 5 postes à combler dans l'équipe type. Mais je veux dire, il arrive avec une équipe qui a de la matière. C'est pas un effectif à remodeler totalement. Donc pour moi, sur le fait de pouvoir imposer ses idées et gagner avec la manière contre les blocs bas, il pourra y arriver tout de suite, je sais pas, mais avec un effectif cohérent et une bonne préparation, c'est possible. Quel est le caractère du bonhomme? Parce que si je calcule bien, il a quoi, 34 ans? C'est ça. Il va arriver dans un effectif où il y a au moins deux joueurs qui sont plus âgés que lui. Comment il appréhende son effectif? Est-ce que c'est un meneur d'hommes? Est-ce que c'est un tacticien pur? Comment il se comporte en conférence de presse? Comment il est avec son staff? Et surtout, la question un peu majeure, c'est en tant qu'Italien, est-ce que tu penses que c'est un entraîneur qui va plaire aux supporters de l'OGC Nice? Moi, je pense qu'il va plaire aux supporters de l'OGC Nice parce que Nice, on a cette culture italienne. Lui, c'est un entraîneur qui est très passionné, qui sur le bord du terrain, qui reste jamais les bras ballants, assis. On le voit souvent donner de la voix, motiver ses joueurs. Il est très proche de ses joueurs. J'ai lu quelques interviews de ces anciens joueurs qui disaient que c'était un entraîneur qui humainement leur apportait beaucoup, qui était très euh, qui mettait pas de barrière entre lui et les joueurs, voilà. Mais après, je pense que c'est aussi du fait de son jeune âge. Au niveau des conférences de presse, alors malheureusement, j'ai pas de choses à dire sur ça parce qu'en fait, Farioli en Turquie ne faisait pas les conférences de presse parce qu'il n'avait pas
ton diplôme. Et en Turquie, tu ne peux pas faire les conférences de presse si tu n'as pas enfin, en gros, Didier Ligard ne pourrait pas les faire en Turquie là actuellement. Donc il a jamais fait de D'accord. conférence de presse, mais bah, pour ceux qui, il y en a beaucoup qui connaissent et qui regardent Brighton maintenant, ou même qui connaissent De Zerbi aussi, lui aussi c'est un entraîneur qui est très passionné et qui, sur le bord du terrain, fait vivre le match à son équipe et aussi aux supporters. Pour moi, Farioli, ça va être un entraîneur qui va être apprécié et vite, rapidement adopté par le public. Ce qui est marrant avec De Zerbi et Farioli, c'est ce que je disais hors antenne, c'est qu'on a l'impression que De Zerbi, c'est une version 10 ans plus tard de Farioli. Donc c'est parce qu'en plus physiquement ils ont un peu la même physionomie, donc c'était un peu C'est l'anecdote. vrai. On espère en tout cas le même succès hein, à Francesco Farioli, le même avenir, et notamment sur le banc de l'OGC Nice. Je sais pas toi, Alric, mais du coup, bon, on était forcément perplexe Je suis un peu hypé moi, hein. sur ce choix-là. Maintenant, on est un peu hypé, et on a tendance à faire confiance à Vano dans cette émission, parce qu'il nous avait un peu hypé sur Youssouf aussi, et jusqu'à sa blessure, on en avait été très content. Donc voilà, on espère que Vano va rester notre monsieur 100% bonne nouvelle J'espère de aussi. cette émission. En tout cas, Vano, merci beaucoup de tes éclairages, hein. Je pense que ça nous a permis déjà à nous, et on t'en remercie pour ça, mais aussi à nos auditeurs et nos auditrices d'en apprendre un peu plus sur cet entraîneur, il faut bien l'avouer, inconnu du grand public encore une fois, et qu'on va apprendre à découvrir dans les prochaines semaines. La reprise, c'est lundi, comme l'a dit Alric. Nous, on va continuer forcément nos émissions au compte-gouttes d'abord tout au long de la préparation et de l'actualité du mercato au mois de juillet, et puis après rapidement, vous l'avez vu, le calendrier, la mi-août, le GC Nice revient sur le terrain avec une première journée contre les copains du LOSC notamment, et puis voilà, en espérant vivre une plus belle saison avec Mister Farioli qu'on a pu vivre ces dernières années. Nous, encore une fois, merci. Tu reviens quand tu veux hein, dans la saison. Peut-être une recrue en Turquie aussi, hein, encore une fois, on ne doute pas. N'hésite pas à envoyer, envoyer ta wishlist à notre nouveau directeur sportif. Alric, merci d'avoir fait cette première de la Merci à 5e toi. saison Merci à toi, Pierre. d'Avantinissa ensemble. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve très vite. Vous savez où nous trouver sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, et ainsi de suite. Et puis, on a hâte de vivre ces moments et notre passion, encore une fois, avec vous dans les prochains mois. Issa Nissa. Et ça dit ça. Issa Lissa.